La musique qui cartonne, les blagues marrantes et pas celle de votre meilleur pote qui ne fait rire personne. L'info et le sport en décalé, c'est sur Buzz FM 97.4, la radio qui fait le buzz. Il est midi et depuis un temps, on est passé du féminin au masculin et depuis quelque temps, vous avez l'habitude d'entendre cette voix que vous entendez généralement le mardi matin et le mercredi matin. Il s'agit de Monsieur Divin Moukeba alias Mister D. Je suis très heureux de vous retrouver cette fois-là pour midi et midi avec Monsieur Siméon Nkola Matamba. Monsieur Siméon, bonjour. Bonjour Monsieur Divin Moukeba. J'espère que ça va. Oui, ça va bien. D'accord. Avant de vous prendre de manière précise, on va prendre d'abord une chanson, une transition musicale avec la complicité de Elliot Nalokoma et on va revenir tout juste après. Vous êtes sur Buzz FM, la radio qui fait le buzz. Merci à Junior Elliot Nalokoma pour ces très belles chansons des Makoma Tolingana qui ont dans le contexte de notre sujet du jour. Et donc vous suivez votre émission midi et comme je le disais à l'entrée de l'émission, nous avons pour vous comme invité ou pour nous aussi comme invité Monsieur Siméon Nkola Matamba qui est diplômé en gestion d'entreprise et vous avez aussi je peux vous tutoyer, non? Ah d'accord, vous pouvez tutoyer. Donc tu es diplômé en gestion d'entreprise et tu as aussi une certification d'entrepreneuriat. Exactement. Tu es éditorialiste, interprète, écrivain et citoyen engagé. Avant de rentrer dans vos études, pourquoi est-ce que c'est important qu'on notifie que vous êtes citoyen engagé? Il faut notifier que je suis citoyen engagé parce que je pense que nous vivons dans un temps où l'engagement citoyen fait défaut dans notre pays. D'accord. Nous avons une forme de démission citoyenne qui est assez généralisée.
Et je pense que le temps ne se prête pas à ce genre de démission. Au contraire, les circonstances présentes nous invitent à plus d'engagement et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire ce livre, Nos grandes causes communes, parce que ça parle de la vision que j'ai du pays et de ce que doit être l'engagement citoyen en ce moment précis. On va arriver justement à ce livre, mais ce que je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait le plein de ce concept-là, être engagé, un engagement citoyen? C'est rempli de quels éléments, de manière précise? De manière précise, d'abord, il faut cerner la définition du mot citoyen. D'accord. Un citoyen, c'est un membre de la cité, de la communauté, de la collectivité, de cette entité politique qui est la nôtre, la République démocratique du Congo. Son engagement, il intervient dans le cadre de ce qu'il fait, de ce qu'il entend faire, de ce qu'il veut faire pour ses droits et ses devoirs au sein de la communauté. Donc l'engagement citoyen, il participe de la part que le citoyen prend à la vie de la communauté, de la part qu'il prend dans les droits et les devoirs tels que reconnus par la loi, en l'occurrence par la Constitution. Donc c'est à peu près... s'engager veut dire, donc autrement, réfléchir sur son apport dans l'évolution de la nation. Exactement, prendre sa part à l'évolution de la nation, parce que vous verrez... quelque part, je disais qu'il fallait prendre sa part au mouvement qui est en cours afin d'incarner la réalité de l'histoire. Donc, la citoyenneté telle que je la conçois, elle n'est pas du tout passive, elle est plutôt active et elle implique que les uns et les autres, à leur niveau, puissent faire quelque chose pour la communauté. À vous entendre, ce mot engagement est le résumé d'ailleurs même de ce livre. Tout à fait. Le livre, c'est la signature de cet engagement et c'est, je pourrais dire, sans beaucoup de prétention, c'est le premier acte d'un engagement qui est appelé à se grandir dans le temps. On va, puisque vous parlez de temps, on va revenir dans le temps pour comprendre comment monsieur Siméon est passé du jeune Siméon à ce Siméon engagé qui veut apporter sa part dans la construction de notre nation. Je voudrais qu'on revienne très loin, peut-être dans votre enfance. Qu'est-ce qui vous guide quand vous êtes jeune, quand vous êtes même pas encore adolescent? Quel était votre idéal à cette période-là? Écoutez, quand je suis jeune, quand je suis enfant, je mène une enfance normale. Je suis deuxième d'une famille de 4 enfants. D'accord. J'ai un frère et 2 petites sœurs. Donc je mène une existence normale, mais très vite, dès mon adolescence, j'ai commencé à être aspiré par l'actualité. J'ai été complètement happé par l'actualité, on va dire les choses politiques. D'accord. Et tout cela a contribué à forger en moi une prise de conscience qui grandit. Bon, après, quand je dis politique, c'est parce que c'est comme ça que les choses sont perçues. Mais je pense qu'au-delà du mot politique qui peut faire polémique, il s'agit tout simplement des faits de société, de la façon dont nous vivons, de la façon dont nous sommes gouvernés, de la façon dont nous nous regardons les uns les autres. Et donc, c'est tout ça qui a beaucoup conditionné mon petit parcours. Et vous grandissez, et qu'est-ce qui, en ce moment-là, commence maintenant à motiver vos choix? Par exemple, faire l'entrepreneuriat, faire des études d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a commencé à motiver vos choix? Par exemple, devenir aussi éditorialiste, interprète, écrivain. Là, on est dans une forme j'ai envie de dire, dans une forme de vocation découverte ou c'est dans le tas? Vous allez remarquer que la description que vous faites, ça ne raconte pas l'histoire d'un parcours linéaire. D'accord. Vous ne voyez pas forcément le rapport entre entrepreneuriat et engagement citoyen. Vous ne voyez pas forcément le rapport entre interprète et peut-être éditorialiste. Je pense que notre vie est faite d'étapes. Nous découvrons les choses, parfois nous les prenons comme elles se présentent à nous. Et donc, plus petit, je pensais faire le journalisme ou le droit. C'est peut-être des rêves d'enfant comme ça que je pourrais exaucer un jour. C'est jamais exclu. Vous m'avez dit en off que vous rêviez d'être journaliste. Exactement, et c'est pourquoi je vous ai dit que vous faites un beau métier. Merci. Qui m'a passionné et qui me passionne toujours quelque part dans un coin de ma tête. Mais après, vous voyez, la vie vient à vous. Vous avez des étapes qui se succèdent. Après, j'ai eu à quitter le pays pour aller faire des études en Afrique du Sud. Et je me sentais apte à apprendre dans le domaine de la gestion d'entreprise. Et après, je suis allé faire l'entrepreneuriat.
Mais bon, comme je dis, c'est un parcours plus ou moins éclectique, c'est une forme d'hybridisme. Ouais. Et si vous comprenez, c'est peut-être la synthèse de ce que je vois généralement dans le grand plan pour le pays. Je pense qu'on peut allier des horizons différents, on peut mélanger des identités multiples, on peut soi-même être dépositaire d'un certain hybridisme. Et après, on peut vouloir que cela soit aussi vécu dans un cadre beaucoup plus grand. Et donc, vous êtes dans plusieurs orientations en même temps. Après, il y a un virage qui vous emmène vers cet engagement-là. Avant d'y arriver, sur l'élément déclencheur, je voulais savoir, vous étiez un jeune normal? Vous aviez une vie amoureuse? Moi, j'étais un jeune normal. J'ai eu une adolescence assez calme ou chaude? Non, quand même mouvementée. D'accord, ok. Début, donc, un peu de boisson, un peu de chaleur. Donc on ne va pas ici révéler ce qui a pu se passer, mais il y a eu... non, on va jusque dans le secret de votre grande vie, pour ne pas dire... Il y a eu beaucoup de chaleur quand même. D'accord. Mes parents peuvent en témoigner, mais bon, après... En d'autres termes, il faut avoir suffisamment vécu pour prendre ses responsabilités. Tout à fait, il faut avoir vécu et il faut assumer son vécu. D'accord. Parce qu'on a tous droit à cette croissance-là. Moi, je crois qu'en tant que jeune, on a droit à nos erreurs. Je ne pense pas qu'il faille succomber à la tentation de la perfection. D'accord. Parce que tout ce qui est tentation de la perfection, elle vous conduit dans l'hypocrisie, dans la prétention et dans le renvoi d'une image qui n'est pas forcément la véritable image de votre être profond. D'accord. Un homme a dit que chaque génération porte ses tares. Il faut juste veiller que votre tare ne soit pas successible, c'est-à-dire ne passe pas à l'autre génération. Et je pense que mes tares n'ont pas eu raison de moi. D'accord. Merci beaucoup. C'est très profond et très attrayant de vous entendre. Alors, on en vient finalement à ce virage. Qu'est-ce qui fait le déclic? Au fait, comme je vous ai dit, très petit, très jeune, adolescent, j'ai été aspiré par l'actualité. Je suivais de très près. En tout cas, il m'arrivait comme ça de rester scotché pour suivre une séance à l'Assemblée nationale, une plénière, ainsi de suite. Ce sont des choses qui forcément ne sont pas présentes dans la jeunesse. Donc peut-être c'était là l'élément déclencheur, mais plus j'ai grandi et je suis allé en Afrique du Sud, avec les réseaux sociaux, j'étais assez connecté à l'actualité du pays. J'étais assez branché à ce qui s'est passé au pays. Et avec la plateforme Twitter, dans laquelle je m'étais inscrit, comme ça, on va dire, en 2011, l'actualité au pays, à l'époque, était assez chaude. On s'approchait des élections. Et donc, j'avais toutes les raisons de donner de la voix, de parler, de m'exprimer. Et c'est sur cette communauté que j'ai fait le plus de bruit, que je me suis exprimé, que je me suis mis à publier des articles, des éditos, et que j'ai quand même donné du sens à toute cette passion qui naissait en moi tout petit. À long terme de votre livre, Nos grandes causes communes, d'accord? Vous êtes d'abord une question, vous êtes vous-même auteur de ce livre. Je suis auteur, c'est moi. Vous avez écrit de A à Z. Je l'ai écrit pas à la 21e siècle, genre vous avez une pensée, mais vous avez un éditorialiste qui profile le reste. C'est un livre auto-édité, il n'y a pas de maison d'édition. D'accord. Je l'ai fait tout seul, du début à la fin. Tous les mots sont de moi, à part les citations, bien sûr. Il y a des citations et les références sont à la fin, mais je l'ai écrit tout seul. Et ce qui est beau, ce que vous faites en entrée de jeu, un clin d'œil à M. Pius Ngandou Nkashama, en reprenant une de ses citations, qui est assez fort, en tout cas, une forte citation, c'est les premiers poètes avaient dû pousser des cris au point d'ébranler les assises du monde selon l'oracle de Césaire. La promesse est accomplie et le poète moderne a ébranlé sa propre conscience afin d'inventer le futur. Pourquoi avoir pris cette portion? J'ai pris cette portion, j'aurais pu prendre une portion plus grande parce que Pius Ngandou Nkashama, que je ne connaissais pas il y a quelques mois, mais que j'ai découvert comme ça. J'ai découvert aussi. Sur Internet, a une pensée profonde et il réhabilite le rôle du poète, il réhabilite le rôle de l'intellectuel dans la société. Parce que voyez-vous, nous sommes dans une société qui a un peu comme ça décidé de mettre à l'écart la poésie, l'écriture, qui a essayé de ringardiser le savoir, ainsi de suite. Mais Pius Ngandou Nkashama, il nous fait comprendre que c'est le poète qui est la boussole de la société. Exactement. Et cette citation, elle me touche particulièrement parce que je pense que nous arrivons à un moment où nous devons pousser des cris. Nous devons pousser des cris pour ébranler les assises du Congo tel que nous l'avons connu jusqu'ici. Et nous devons inventer
inventer le futur. C'est pourquoi vous avez au début du livre un chapitre qui s'appelle « Au rendez-vous de la pensée ». Okay. Je pense qu'avant de pousser des cris, c'est pas des cris comme ça dans la folie, dans l'agitation. C'est des cris qui viennent d'une activité mentale, qui viennent d'une pensée en profondeur. Et je pense que le temps est venu pour nous de pousser les cris, de dire les choses, d'ébranler les assises du monde tel que nous le connaissons, en passant de notre monde immédiat qui est la République démocratique du Congo, et inventer ensemble un futur dans lequel nous pourrons vivre ensemble autour d'un bien commun que nous aurons tous accepté. Alors, j'ai pensé, parce que de mon sens, un poète, c'est quelqu'un... Il peut être classé parmi les penseurs. Et généralement, c'est les penseurs qui créent la société. Tout à fait. Mais non, pourquoi écrire forcément un livre dans une nation où les gens ne lisent pas ? Vous avez limité votre cadre d'influence ? Non, je n'ai pas limité mon cadre d'influence parce que après avoir écrit ce livre, je suis sur Buzz FM, une chaîne de divertissement, une chaîne culturelle, pour que les personnes qui sont considérées comme ne lisant pas puissent entendre mon message. Mais après, je pense que dire que les Congolais ne lisent pas, c'est un peu fort de café, ou c'est un peu exagéré. Bon, on va dire la majorité des Congolais. Écoute, peut-être, je ne sais pas, mais bon, voilà, la majorité de Congolais ne lisent pas ce qu'on nous dit. Mais je pense que, vu la réception que mon livre a pu avoir jusque-là, je suis en position de dire que voilà, des Congolais qui lisent, ça existe. Et nous pouvons encourager d'autres Congolais à lire et à se découvrir une passion pour la lecture. Une parenthèse, en dehors de l'écriture, vous pensez joindre ces écrits à des actions de terrain pour une plus grande mobilisation peut-être ? Oui, il faut faire feu de tout bois, comme on dit. D'accord. Donc on ne va pas rester enfermé dans un livre et se satisfaire d'avoir écrit un livre pour la postérité, dire on avait écrit. Non, je pense qu'il est à prévoir... Ou pour agrandir carrément son CV, dire que tiens, j'ai quand même écrit. Voilà, donc c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'écrire, parce qu'on écrit pour fixer un cadre dans lequel on s'étale un peu sur les matières qu'on veut traiter. Après, ça invite à l'action, pour pas que ça reste lettre morte. Votre point de vue en tant qu'observateur et penseur, quand vous regardez notre nation, je veux faire encore un clin d'œil à vos écrits peut-être. Vous avez relevé le fait, il y a un mot qui m'a frappé, c'est la divergence des intérêts. Exactement. Même si c'est pas l'effort qui a manqué, c'est ce que nos intérêts sont divergents. Exactement. Quand vous voyez vous avez une vie globale, avant qu'on attaque l'actualité, une vie globale de notre nation, que pensez-vous de l'homme, par exemple, politique congolais ? Je veux vous faire une appréciation profonde, c'est-à-dire le politique congolais et le militant politique congolais. Je pense que le politique congolais, le militant politique congolais participent de la même réalité. Ce n'est pas des personnages qu'on peut comme ça dissocier. C'est le militant politique qui devient homme politique. Et c'est l'homme politique qui perd le pouvoir, qui redevient militant politique. On a vu des activistes, on a vu des grands opposants accéder au pouvoir, devenir mandataires, devenir ministres, ainsi de suite. Et on a vu des gens de pouvoir perdre leur pouvoir, redescendre dans la rue et se réinventer une vie de militant. Je pense que ces deux personnages participent de la même réalité et reproduisent carrément les mêmes réflexes, ont les mêmes attitudes, mais voilà, à des phases différentes. Quand on est au pouvoir, on se comporte d'une certaine manière. Quand on est opposant, on se comporte d'une autre manière. Mais après, c'est des gens qui participent de la même réalité sociale. Est-ce que le problème, c'est que généralement, quand on est opposant, on voit le monde avec beaucoup d'idéalisme que beaucoup de réalisme peut-être ? Quand on est opposant, c'est vrai, il y a une part d'idéalisme, il y a une part, parfois, il faut l'admettre, il y a une part de facilité à émettre certains jugements. Ouais. Et quand on arrive au pouvoir... L'art de la critique est bien aisé. Voilà, quand on arrive au pouvoir, c'est vrai qu'il y a des paramètres qu'on ignorait, mais ça ne veut pas dire qu'une fois au pouvoir, on devrait trouver cela comme une excuse absolue. Non, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire au pouvoir, il y a des choses qu'on peut revendiquer en étant opposant et qu'on peut continuer à porter quand on est au pouvoir, et on peut
en étant au pouvoir, faire les changements qu'on chantait quand on était opposant. Mais quand vous avez évoqué la divergence d'intérêts, j'aimerais réellement dire que c'est ça le problème majeur en RDC. C'est pas un déficit d'effort, c'est pas un manque d'intelligence, c'est une divergence d'intérêts. Je crois que le Congo, à ce jour, il est malade de ces divisions politiciennes, je dis bien politiciennes, parce que vous avez carrément une lutte d'intérêts. Vous n'avez pas forcément des grandes doctrines politiques qui s'affrontent sur des cadres conceptuels connus. Non, c'est plutôt des gens qui se bousculent. On est deux. Exactement. Ouais. Donc vous avez des grandes divisions tribales, ethniques, qui sont aussi quelque part alimentées par les politiques pour maintenir les gens dans la division, pour que les gens se regardent avec beaucoup de méfiance. Et c'est ce qui nous pose problème en tant que nation, et c'est ce qui nous empêche de vivre ensemble, de développer le bien commun. Est-ce que vraiment vous pensez qu'une nation divisée ne peut pas se survivre à elle-même? Bon, déjà, le Congo est en train de survivre. Hein. Le Congo est divisé, mais il survit. Mais je pense qu'il y a un point de bascule. On ne peut pas se satisfaire en disant, écoutez, on survit. La République aujourd'hui, où la nation, elle est carrément divisée en plusieurs compartiments. Elle peut survivre, mais il y a toujours la menace d'un éclatement. Ouais, il y a eu, depuis l'indépendance, des mouvements comme ça sécessionnistes. Et ce sont des relents qui perdurent. Okay. Donc je pense qu'il est temps d'imaginer le Congo différemment. Il est temps d'imaginer le Congo différemment. On va prendre la transition musicale avant de revenir pour attaquer les différents sujets d'actualité. D'accord. Vous êtes sur Buzz FM, la radio qui fait le Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Oya botika la moto suka, soki ya bimi. Bebe Kero, Congolais nyonso bandimi yo, yembela Congo mboka na yo. Ibondra tu bedra tu bia. Ibondra tu bedra tu bia. Yeni bongele chageleni, yeni kuna chageleni. Mbia wara mongele chechi mtara. Yigi yigi yo, yigi yigi. Yigi yigi yo, yigi yigi. Bamamada chifaturava, bamamada chifaturava, yoni siboi manza kamalio. Bamamada chifaturava, yoni Patrick Chibuno. Vive la Congo, vive Congo debout. Et on voit et sa valeur na mongamba pour Congo itongama. Vive ne moleka. Fondation Mutomodi Kembe. Thank you. Batongaka mboka na maloba pamba te. Il faut mosala eleka maloba lebele. Charles Mochemboula, Anthony Fritas.
J. Steve Conde, Texas Katani. Un extrait de l'album de Koffi Olomide, Affaire d'État, une très belle chanson qui réveille d'ailleurs les consciences sur un concept, le bonheur commun, le bien commun. Un commentaire autour de ça? Oui. Sur cette chanson, j'allais dire. Oui, je pense que les artistes, quand ils sont dans ce rôle-là, ils peuvent être le poète D'accord. dont Pius Ngandou Kachama a parlé. D'accord. Je pense que les artistes, je ne vais pas faire la leçon, mais je pense que les artistes gagneraient en abordant dans leur musique des thèmes de cet ordre-là. Alors, on va revenir donc aux actualités politiques. Je voudrais donner une actualité, ça fait vraiment le buzz toute la semaine, passée cette semaine qui a commencé depuis, qui est en train de se finir, j'allais dire. Une espèce de réconciliation entre l'Église catholique et, on va dire, et le gouvernement, la présidence. On sait qu'ils se sont déchirés autour de la désignation de M. Kadima en tant que président de la CENI. On a senti au début de la part de l'Union sacrée, de son leader qui est le président de la République, un espèce de forcing, c'est ce que les gens ont pensé. Après, on a eu l'impression que le président a fait marche arrière pour revenir auprès des évêques catholiques et aussi de l'Église protestante pour chercher à concilier les vues. Question d'aller de l'avant. Votre point de vue sur ce sujet? Bon, d'abord, le mot réconciliation me semble un peu exagéré, inapproprié. D'accord. Moi, j'observe l'actualité, comme vous, comme les autres. On va dire une conciliation, alors. Je n'ai pas eu le sentiment que l'État était en conflit avec l'Église catholique, l'Église protestante. D'accord. Je pense qu'il y a eu, dans le cadre des confessions religieuses, il y a eu un spectacle désolant. C'est pas moi qui le dis, c'est l'abbé Nchole lui-même qui en parle. Je pense que les confessions religieuses n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur leur statut, sur leur texte. Et après, une étape a été franchie, c'est tout. Mais ça raconte une autre histoire. Vous vous rendez compte, nous sommes dans un pays laïque. Quand on parle de laïcité, on nous regarde avec des grands yeux. Mais oui, nous sommes un pays laïque. Les confessions religieuses n'ont pas un rôle politique à jouer dans ce pays en tant que confession religieuse. Mais l'Église catholique est une église éminemment politique. Ils ont un système d'influence politique. L'Église catholique, c'est une église... Au point que le Vatican est représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont un siège. Ouais, ils ont même un ambassadeur. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire, nous sommes dans un pays laïque. Le Vatican est représenté, comme vous voulez bien le dire, mais il ne joue pas de rôle dans les élections aux États-Unis ou en France. Il ne joue pas un rôle dans les élections au Congo, au Brazzaville. Donc voilà, si on veut avoir une influence politique, c'est légitime, mais pour les questions de l'État, les questions de la souveraineté, il appartient à l'État de jouer son rôle. Et là, je veux dire une chose, au départ, c'est de la faute de l'État, qui n'a pas suffisamment joué son rôle et qui a laissé un espace qui a permis l'avènement des groupes d'influence. Faire appel à l'Église catholique ou aux communautés religieuses, s'il faut dire ça comme ça, c'est aussi parce que les politiques ne se font pas confiance de prime abord. Oui, mais... Alors, il y a une présomption d'innocence, j'ai envie de dire, ou une présomption de neutralité qu'on offre, qu'on donne comme valeur à l'Église en général, toutes les confessions religieuses. N'est-ce pas pour ça qu'on les a remis la responsabilité de faire un choix en ce qui concerne les élections en RDC? Ce n'est que présomption. Et les résultats montrent que la présomption était infondée. Les confessions religieuses se sont comportées en politiciens. Mais souvenez-vous que M. Abbé Nchole, par exemple, a relevé des faits de corruption sur les autres 6 confessions religieuses. L'abbé Nchole a parlé des... Ils ont même parlé des audios qui étaient enregistrés, qu'ils allaient envoyer à qui de droit. Moi, je n'ai pas écouté les audios. Si vous avez écouté, vous Je n'ai pas écouté les audios. Je vous rappelle les propos d'Abbé Nchole. C'est-à-dire que... sans prendre part. Sans faire une fixation sur un abbé, c'est des personnes respectables. On ne va pas... casser le sucre sur leur dos comme ça. Il y a eu des accusations de part et d'autre. Du côté des 6 confessions religieuses, il y a eu des choses qui ont été dites. Et il y en a qui sont allés jusqu'à parler du traitement qui leur aurait été réservé. Voilà. Donc, je pense que Monseigneur Otembe a dit une étape est franchie.
Dans leur dernière lettre qu'ils ont sortie la semaine qui est en train de se terminer, ils ont fait un appel aux différents partis d'opposition. Ils les ont appelés à ne pas se cacher derrière l'Église. Est-ce que cela n'est pas une véritable preuve j'ai envie de dire, de non-partisanalité, s'il faut que je dise ça comme ça. C'est une preuve qui donne pour dire que non, nous ne sommes pas une église partisane, nous ne sommes pas pour l'opposition. Nous sommes pour des valeurs et nous défendons ces valeurs-là. Moi, je pense que l'Église catholique a compris qu'en voulant surfer sur son influence, elle a donné des raisons aux politiques de se servir d'elle. D'accord. Ok. Voilà, il y a un vide, l'Église joue son rôle, ou plutôt le rôle qu'elle veut jouer dans la société, et après, quand elle s'exprime sur des questions politiques, selon que ça arrange un camp politique ou un autre, les gens viennent se cacher derrière. Et je pense que ce qui a été dit par l'abbé Chollet est très juste. Les politiciens ne devraient pas venir se cacher derrière l'Église, derrière la Synco ou derrière une confession religieuse que ce soit. Notant que le problème est parti du rapprochement, ethnique entre le président Lassine et le président de la République. Est-ce que vous pensez que dans notre nation, il est impossible de ne pas prendre fait et cause pour son frère de sang ou son frère de tribu en face de certaines réalités, par exemple la réalité électorale? Est-il possible d'avoir par exemple un Mukongo qui face à divers candidats, dont un candidat Mukongo prenne position de manière factuelle et dire que non, ce n'est pas mon frère Mukongo qui a réussi, c'est mon frère Swahili qui a reçu plutôt. Est-ce un rêve possible? C'est beaucoup de questions, mais pour Denis Kadima, il y a une expérience avérée dans le chef de Denis Kadima. C'est pas un passant dans la rue. C'est quelqu'un qui a une expérience en matière électorale, qui a beaucoup travaillé, qui est respecté dans le continent et même dans le monde. Quelqu'un a posé la question, où est-ce que Denis Kadima a déjà organisé une élection? Je pense que la personne devrait... Il a été plutôt observateur de plusieurs élections. Mais écoute, il a été observateur, il a de l'expérience en matière électorale. D'observation? Oui, d'observation. C'est pas une observation comme se tenir debout et observer avec les yeux. C'est un savoir-faire. On observe en fonction de certains critères, en fonction de certaines règles, de certaines normes. Et lui, il apparaît comme, en tout cas dans la liste des gens qui étaient candidats, il est apparu qu'il avait le plus d'expérience. Et le choix a été porté sur lui, pas parce qu'il s'appelle Kadima, sinon on aurait trouvé un autre Kadima dans la rue, et on l'aurait mis à ce poste-là. Donc c'est pas le nom. On aurait pu trouver quelqu'un d'autre avec un nom de cette tribu-là. Et voilà, mais on a sélectionné Kadima parce qu'il en a l'expérience, il a les épaules. Et maintenant, c'est à lui de nous prouver qu'il peut mettre son expérience à contribution pour que les prochaines élections se fassent correctement. Et selon vous, comment est-ce que les choses auraient dû se passer de manière globale, en partant de la désignation de Kadima à l'entérinement? Je pense que les confessions religieuses auraient dû respecter les textes. D'accord. Les textes prévoient qu'on fasse soit le consensus, soit le vote. En l'absence du consensus, on passe au vote. Et quand on passe au vote, on est dans la logique de l'égalité arithmétique, c'est-à-dire one man, one vote. Ici, en l'occurrence, une confession, un vote. Donc, dès le moment où les 6 confessions avaient jeté leur dévolu sur Kadima, les 2 autres n'avaient qu'à s'aligner. Alors, on va passer cette fois-là à la polémique autour de la présence de l'armée ougandaise à l'Est pour combattre les ADF Nalu. Au début de la semaine, en fin de semaine passée déjà, il y a eu des bruits qui couraient sur la présence de certains membres, certains membres de l'armée ougandaise à l'Est. Ça fait bruit. Le ministre de la communication du gouvernement, M. Patrick Muyaya, avait démenti cette information. Après, il y aurait eu une confirmation de la part du gouvernement ougandais. Et après, on a annoncé une forme de travail commun, mais de l'Ouganda, à partir de l'Ouganda, non pas à partir de la RDC. À quoi est dû ces défauts de communication? Il n'y a pas Anguille sous roche là-bas? Selon vous. D'abord, vous avez vu vous-même combien c'est assez compliqué, c'est confus. Moi-même, j'ai essayé de suivre... J'essaie de regarder pour voir ce qu'il en ressortait réellement. Je dois avouer que, comme d'autres, j'ai été assez confus.
Je ne savais pas à quoi me fier. Tantôt on annonce que les Ougandais sont là, tantôt on nous dit que ça tire sur les ADF, mais à partir de l'Ouganda. Après c'est des activités conjointes de nettoyage. Donc peut-être qu'il faudra attendre dans les heures qui viennent pour en avoir le cœur net. En tant qu'observateur, quel est le plus grand problème de l'Est, selon vous? Est-ce que vous avez essayé de faire une philosophie de réflexion derrière? Le plus grand problème de l'Est, comme quelque part j'en parle dans le livre, je pense que l'absence de l'État, la faiblesse de l'État a permis l'avènement de tout ce que nous connaissons à l'Est du pays. Je pense que l'État doit remonter en puissance, notamment à travers les forces armées. Nous devons assainir l'armée et nous devons doter l'armée des moyens conséquents. Les services de renseignement doivent faire leur travail. Voyez-vous, on a connu des moments dans ce pays où les services de renseignement passaient la grande partie de leur temps à traquer les opposants et les paisibles citoyens. Je pense que les services de renseignement doivent investir dans les activités de renseignement, doivent faire tout ce qu'il faut comme ça pour mettre fin à l'insécurité. Mais après, c'est un problème plus grand que tout ça. Hein. C'est des dynamiques régionales, voire internationales. C'est pas des choses qu'on peut comme ça raconter ou expliquer en 2-3 phrases en répondant à une question. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Et vous pensez que tant que cette insécurité à l'est de la RDC va subsister, il est impossible qu'on converge vers un intérêt commun, c'est-à-dire? Oui, parce que déjà dans l'imaginaire, je vais dire par exemple des gens qui habitent cette partie du pays, cette partie ouest, l'Est c'est carrément une autre terre. Ouais, on dit l'Est. Pourquoi on dit l'Est? D'accord. C'est comme si c'est même plus le Congo. Vous comprenez? Donc je pense que... On a l'impression que psychologiquement, on a nous-mêmes détaché... Oui, psychologiquement, on a l'impression qu'on est détaché. On a l'impression que c'est leur malheur, c'est leur souffrance. Et vous voyez, tout ça, c'est la preuve qu'on n'a pas réussi à vivre ensemble. Dans certains pays, il suffit qu'on apprenne qu'on a tué une villageoise chez elle, parce qu'elle est... je me souviens en France, comme ça, on a tué une femme parce que juive. C'est tout le pays qui s'est mis ensemble. Mais dans ce pays, vous avez des gens qui meurent par dizaines, et sans que cela n'émeuve, par exemple, les gens qui habitent ma ville, Kinshasa. D'accord. Donc je pense qu'on a manqué dans le travail dans la forge de l'imaginaire collectif, dans la psychologie du peuple, on n'a pas réussi à introduire l'idée selon laquelle l'Est, le Nord, le Sud, le Centre, l'Ouest font partie d'un tout. C'est pourquoi dans le livre, je suis en train de faire le plaidoyer pour le vivre ensemble, pour qu'on réussisse à faire cette intégration, pour que finalement je me dise que le jeune à Beni, à Lissala, à Bwende, à Katakokombe, il est autant congolais que moi, et que ses malheurs, ce sont mes malheurs, et que nous partageons finalement une communauté de destin, et que nous devons être unis et soudés à travers les épreuves de la vie. Est-ce que notre malheur, ce n'est pas finalement d'être un trop grand pays où on est assez dispersé et où il y a la difficulté de ressentir le mal de l'autre? Non, notre malheur, c'est pas qu'on est un grand pays. Notre malheur, c'est qu'on a, pendant de longues années, été géré par des gens qui n'en avaient rien à foutre, excusez l'expression, c'est quand même trop fort. De l'intérêt général. D'accord. Vous voyez, parce que quand je vous dis que le Congo est malade des divisions politiciennes, exactement, c'est au-delà de là que je m'y mets, c'est Tournabisso, c'est des gens qui estiment que quand quelqu'un arrive au pouvoir, c'est le tour de la famille, c'est le tour de la tribu, ou peut-être de la région, c'est le tour du clan, et avec cette mentalité, on est là, on passe le temps à faire du bien à soi-même, mais à son cercle restreint, et on oublie l'intérêt général, parce que le Congo n'est pas le plus grand pays. Vous avez les États-Unis, c'est plusieurs dizaines d'États, vous avez des pays plus grands, mais vous n'avez pas le sentiment que les gens sont dispersés. Donc je pense que le malheur du Congo, c'est d'avoir manqué de faire l'unité, d'avoir manqué de rassembler les gens autour d'un idéal commun. Pour en arriver à cet idéal commun, avant de passer à la prochaine actualité, on commence par où? Parce que cette phrase, on l'entend. Vous n'êtes pas le premier à le dire, il y a des gens qui l'ont dit. On a une espèce de philosophie autour. Il faut apprendre à vivre ensemble, il faut. On commence par où? C'est quoi les premiers pas qu'on fait pour aller dans ces directions-là? Je vais passer pour le plus étatiste, parce que moi je crois en l'État. D'accord. Imaginez qu'on construit ce pays, qu'on le relie du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez des gens qui quitteront Kinshasa, qui iront s'installer au nord, qui vivront là-bas. Vous aurez des gens qui quitteront le sud, qui viendront vers l'ouest, des gens qui quitteront le nord, qui iront à l'est. Vous aurez des mouvements tous azimuts.
vous aurez comme conséquence l'intégration culturelle. Vous aurez des gens qui, nés à Kinshasa, iront passer le reste de leur vie dans l'Équateur ou dans le Grand Équateur, voilà. Et ils vont acheter une parcelle, ils auront un ancrage territorial, ils vont faire des enfants là-bas, ils vont épouser les gens de là-bas. Déjà, si l'État réussissait à réunir les partis qui composent le Congo, les peuples iront à la rencontre les uns des autres. Et après, il y a des choses qui peuvent être faites en matière d'éducation, parce que c'est à l'école qu'on apprend le civisme, c'est à l'école qu'on apprend le vivre ensemble, c'est à l'école qu'on apprend comment on peut tous venir autour de quelque chose qui est plus grand que nous tous. C'est pourquoi je salue en passant dans ce livre la gratuité de l'enseignement, qui pour moi, de l'enseignement primaire, qui pour moi sera la mesure la plus importante de ces 5 années. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, bien sûr, je ne veux pas ici le nier, mais je pense qu'en faisant l'éducation, en éduquant nos enfants, à l'école, c'est à l'école qu'on montre aux enfants c'est quoi le pays, c'est quoi le civisme, c'est quoi le vivre ensemble, c'est quoi le bien commun, c'est quoi l'attitude qu'on a envers les uns et les autres, c'est quoi la solidarité. Je pense qu'à travers une institution comme l'école, on peut déjà prétendre initier un vivre ensemble. Et donc, on n'arrive pas à vivre ensemble autour du bien commun parce que l'État a démissionné. Donc le premier chantier, c'est l'État. Le premier chantier, c'est l'État. On va prendre une autre transition musicale. Cette fois, ce sera Papa Wemba dans Ebale Akoro. Vous êtes sur Buzz FM, la radio qui fait le buzz. Ebale ya Congo ezali lopangota kasi ezali shenzela Yawe benisa Congo Yawe batela mitombo Yawe benisa Congo Yawe batela Congo Bana Congo tala mukananu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili babembe na bateke balali na bamboshi toaliba na Congo toyokana ye Bana Congo tala mukananu na pongi totala ndenge tokoki kolingana toyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai la Congo Epatere mamenga, enyarina leku, la bwezana lekwilu, tango ekoki, tolingana Congo mboka monene, ubanda Lubumbashi pe na Pointe Noire, etona bomengo na bato ya mayele, eningi etumba te. Po etumba ebenganaka kimia, ebumaka bondeko, eteki ekolo, oina ni bumobani pe wakabani Yawe benisa Congo Yawe batela bana Congo Yawe benisa Congo Yawe batela ni Congo Tani na mokili ya Congo molili esili Merci Junior Elliott Nalukoma pour cette très belle chanson Ebale à Congo de Papa Wemba. On a donc reconnu cette belle voix qui nous manque. Il a disparu, ça va faire près de 6 ans maintenant, je crois. Si mes calculs sont bons, près de 7 ans.
que Papa Wemba nous a quittés. C'était lors de la FEMUA en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Siméon, en vous entendant parler, j'ai l'impression de savoir où ton cœur bat politiquement. Bon, écoutez, mon cœur, où est-ce qu'il va politiquement? Bon, peut-être que mon cœur, politiquement, il bat dans mon cœur. Vous êtes un homme de droite, de gauche, vous êtes socialiste, vous êtes partisan de quel parti? Vous soutenez quel idéal politique? Quelle idéologie? Je n'ai pas de parti politique. Par choix? Par choix, évidemment, sinon, voilà, j'aurais pu rejoindre un parti politique. Gauche, droite, c'est vrai que ce sont des concepts qui n'ont pas beaucoup de sens, dans notre contexte. D'accord. Mais tout ce qui est pour l'humain, tout ce qui est pour le droit des opprimés, tout ce qui est pour la justice. Plutôt humaniste, on va dire. Humaniste. Ça vous va. Et vous pensez avoir une carrière politique aussi? Pensez vous lancer en politique un jour? Je pense avoir une carrière citoyenne. Ça veut dire la différence? Je ne sais pas la différence, mais le mot politique, il est carré. Constamment, j'étais à la figure comme ça. Je veux quand même qu'on se dise les choses. On peut être un bon citoyen et faire sa part. Après, ça dépend de ce qu'on entend par citoyen. Mais je pense que j'ai devant moi une carrière citoyenne qui pourra se décliner dans le temps et on va voir où ça va nous mener. Tous les invités qui sont passés ici, je les ai invités à me donner leur appréciation sur les 3 premières années de M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, au pouvoir, faire une espèce de bilan à mi-parcours. Et après, maintenant, ça va faire près de bientôt l'année prochaine, entre le mois de février et mars par là, ou mai, ça va faire une année aussi qu'on a le gouvernement dit de Warriors, qui sont la conséquence naturelle de la coalition actuelle Union Sacrée. Alors la première question, c'est quel est le bilan que vous faites des 3 premières années de... Le bilan des 3 premières années de la présidence du président Tshisekedi, il n'est pas spectaculaire. Ok. Le mot est bien choisi. C'est pas moi qui le dis. Le président de la République, lors de l'état de la nation l'année passée, devant les 2 chambres réunies en congrès, a dit que le bilan était peu reluisant. Bon, après, le mandat, il se juge à la fin. Mais c'est vrai, à mi-parcours, on peut émettre des avis. Je pense bien qu'il est temps pour le gouvernement de Warriors de passer à la vitesse supérieure et de s'atteler à la tâche. J'ai noté qu'il y avait une amélioration dans le secteur des recettes publiques. Donc on attend de voir, parce qu'il y a beaucoup d'impatience, et l'impatience se justifie. On attend de voir comment tout cela va profiter à la population. L'appel à l'Union Sacrée était comme une forme d'appel à ce que vous appelez nos grandes causes communes. Est-ce que vous vous êtes senti rapproché de cette vision-là du chef de l'État? Non, mais... Est-ce que vous avez eu l'impression que vous vous êtes rencontrés sur ça? Pas forcément. Je pense que l'appel à l'Union Sacrée était strictement politique. D'accord. Oui. Vous êtes plutôt tranchant. Non, je ne suis pas tranchant, j'ai dit que c'était strictement politique. D'accord. C'est l'Union Sacrée qui doit maintenant se mettre au service des causes communes. D'accord. Vous comprenez? Donc, il y a un appel politique qui se fait, il y a une phase de constitution d'une nouvelle majorité, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que la nouvelle majorité signifie que le pays est uni. C'est dire que la constitution de la majorité, c'est un moyen. Le travail pour les causes communes, c'est la finalité. Donc voilà, je considère que les Warriors, l'Union Sacrée, doit très vite passer à l'action pour les causes communes, pour l'éducation, pour la santé, pour la sécurité, pour la souveraineté. Ce sont là les causes communes, pour le vivre ensemble, pour la gestion de notre République. Vous voyez, il a plu aujourd'hui ce matin à Kinshasa. Vous pouvez interviewer les personnes qui sont réveillées dans des quartiers inondés. Elles vous diront que le bien commun n'est pas géré. Vous comprenez? Donc, je pense que l'appel à l'Union Sacrée, c'était une phase politique. Il était question de constituer une majorité politique. Ce n'était qu'un moyen pour, je l'espère, passer au travail pour les causes communes. Et je pense qu'il n'est pas trop tard
Je pense que dans l'année 2022 et même dans l'année 2023, parce que les gens, quand ils parlent de 2023, ils vous donnent l'impression qu'on va voter le 1er janvier 2023. Non, 2023, c'est une année pleine. Bon, on aime dire que c'est une année électorale, mais écoutez, il y a des choses qui vont devoir se faire. Donc je pense que 2022-2023, il faut mettre le paquet, il faut tracer une vision claire, il faut maintenir un cap, il faut imprimer dans la conscience de la population que nous allons faire 1, 2, 3 choses et laisser à la population le soin d'apprécier le moment venu. À mon sens, cause commune veut dire aussi besoin primaire commun. Et l'un des plus grands besoins primaires de notre peuple, surtout à Kinshasa, c'est bien manger. Alors le gouvernement a ramené près de 25 tonnes de biens vivriers pour nourrir le peuple. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une solution en soi ? Je pense que dans l'immédiat, ce n'est pas une solution. D'accord. Mais pour nourrir près de 15 millions d'habitants, je parle seulement de Kinshasa. D'ailleurs, ça devrait concerner tout le pays. Ça devrait concerner tout le pays, mais ce n'est pas non plus de refus. Ouais, on ne peut pas refuser ça. Je pense que c'est une solution immédiate, mais il faudra trouver les moyens d'asseoir des capacités qui permettront, n'est-ce pas, à notre pays de combler les besoins primaires, dont l'un des besoins est l'autosuffisance alimentaire. D'accord. Mais on dit tout le temps que notre pays est riche, la terre est riche, que les poissons meurent pauvres, on a des terres arables. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'organiser de manière définitive pour régler ces différents problèmes ? On n'arrive pas à s'organiser parce que collectivement, nous sommes dans une inconscience très avancée. Vous voyez, je parle du rendez-vous de la pensée. Vous savez, le monde a déjà pensé le Congo. Le monde a pensé le Congo. Quand je vois aujourd'hui nos autorités se réjouir du fait que le Congo est appelé pays solution, j'ai dit oui, c'est bien de se réjouir, mais le Congo est pays solution depuis très longtemps. Vous voyez, quand il y a l'industrie automobile qui a besoin de caoutchouc, on vient prendre les VA ici. Ça date de Léopold II. Quand on veut faire la bombe atomique, on vient prendre l'uranium des Shinkolobwe. Quand il y a la guerre froide, quand il faut avoir une profondeur stratégique en Afrique, les deux blocs se disputent le Congo. Quand il faut faire la transition énergétique, la transition écologique, on se tourne vers le Congo. Le monde a vu le Congo comme une solution, le monde a pensé le Congo, et le monde se dit nous avons la solution, nous la tenons, elle se trouve au centre de l'Afrique, elle s'appelle Congo. Les Congolais n'ont pas réussi à penser le Congo comme pays solution pour les Congolais. Alors, je pense que pays solution, c'est un nouveau discours, c'est un nouveau récit, mais on ne doit pas se réjouir du fait d'être une solution pour le monde. On doit voir dans quelle mesure toutes les dotations naturelles que vous avez évoquées peuvent servir d'abord aux Congolais et peuvent servir les autres aussi. Je veux prendre une vérité que vous avez évoquée dans votre livre. Le Congo s'est en effet perdu. Qu'est-ce que vous exprimez par cette vérité, avant qu'on finisse ? Je pense qu'en 1960, il y avait un large consensus pour l'indépendance. C'est peut-être l'une des rares fois où la classe politique était quasi unanime, on va dire unanime, pour faire l'indépendance. Je pense qu'en cours de route, on a dérivé et on n'a plus jamais retrouvé le chemin. On n'a plus jamais retrouvé le chemin. C'est la division dont j'ai parlé plus tôt. Et je pense que nous devons retrouver l'ardeur, l'élan, l'unité de perdre l'indépendance et exaucer le rêve de l'indépendance. Alors qu'on est en train de finir, j'ai une question pratique. Ok. Comment faire ce sursaut commun, ce sursaut commun? Bon, c'est pas de la magie. Ça va dans les individualités ou Oui, bon, c'est pas de la magie. Le sursaut, il se provoque. Il faut dire les choses. C'est pourquoi j'écris un livre. Il faut dire les choses constamment. Il faut aller au contact. Il faut aller à la rencontre des gens. Il faut organiser des événements, des conférences, des séminaires. Il faut parler aux gens. Il faut chanter le sursaut, il faut écrire le sursaut, il faut peut-être danser le sursaut, et après, ce sursaut, il va se matérialiser. Un peu comme une totalité. Voilà, ça participe de cet effort-là. Ah, d'accord. Exactement, ça participe de cet effort-là, et je crois que c'est une chanson qui a fait quand même la synthèse de l'état d'esprit des Congolais, et pas seulement des jeunes, de toutes les générations. Merci, Monsieur Siméon Kola Matamba.
Merci, d'avoir monsieur. été des nôtres. Je rappelle que vous êtes diplômé en gestion d'entreprise, que vous avez un certificat ou une certification en entrepreneuriat. Vous êtes éditorialiste, interprète, écrivain, un citoyen engagé. Merci, très chers auditeurs de la 97.4 Buzz FM, la radio qui fait le buzz, d'avoir été de nôtres pendant ce petit moment. À midi, on se relance la prochaine fois pour plus d'informations en politique comme en culture et pour plus d'invités. Merci. Merci à vous. La musique qui cartonne, les blagues marrantes et pas celle de votre meilleur pote qui ne fait rire personne. L'info et le sport en décalé, c'est sur Buzz FM 97.4, la radio qui fait le buzz. Qui fait le buzz. Qui fait le buzz.